Si tu disparaissais, personne ne le remarquerait. Défi accepté. Je veux dire, soyons honnêtes, dit-elle en faisant tourner son deuxième verre de merlot hors de prix. Si tu disparaissais, personne ne le remarquerait même. Elle a dit ça comme la chute d'une blague, comme une pique désinvolte lancée par-dessus une planche de charcuterie lors d'un dîner un mardi soir où tout le monde portait des vestes en jean, comme s'ils s'étaient tous concertés. La tablée a éclaté de rire. Sa copine de Pilate a failli cracher son eau pétillante sur les brochettes de crevettes. Même Jim, son ancien flirt de fac devenu un ami de la famille, a gloussé et dit « Putain, ma belle. » C'est violent. Je n'ai pas ri, je n'ai même pas scié. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé. Son faux bronzage, ses deux facettes blanches, la façon dont elle ne touchait plus son alliance, sauf pour la faire tourner comme une pièce de monnaie sur le comptoir de la cuisine en attendant sa commande Uber Eats. J'ai fini mon vin d'une longue gorgée, j'ai essuyé le coin de ma bouche avec une serviette en tissu qui coûtait probablement plus cher que ma première camionnette, et j'ai dit doucement, défi accepté. Elle a eu un sourire narquois, comme si je jouais le jeu, mais ce n'était pas le cas. Cette nuit-là, je me suis de nouveau couché dans la chambre d'amis, celle qui était devenue mon lieu de couchage attitré depuis qu'elle avait besoin de plus d'espace pour s'étirer. Le lit était trop mou, les murs trop fins et le silence trop assourdissant. J'ai fixé le ventilateur de plafond, comptant les tours jusqu'à ce que mes yeux s'assèchent. Au bout du couloir, elle gloussait au téléphone, sans chuchoter, sans se cacher. De vrais éclats de rire. Elle n'était plus subtile. Il fut un temps où elle me demandait si je voulais une camomille avant de dormir. Maintenant, j'avais de la chance si elle ne transférait pas accidentellement ses sextos sur mon numéro. Une fois, j'ai trouvé un message qui disait « Il est comme un canapé beige ». Toujours là, jamais excitant. Je ne l'ai pas confronté. Je l'ai juste copié, collé dans un document vierge et classé dans un dossier intitulé « Clôture ». Je construisais ce dossier depuis des années. Des photos, des captures d'écran, des copies de relevés de crédit commun, le reçu d'un tableau que j'avais payé et qu'elle a plus tard prétendu avoir trouvé dans une vente aux enchères, des virements bancaires, une demande de prêt sur valeur domiciliaire que je n'ai jamais signée, mais qui portait étrangement mon nom tapé dans le champ du codemandeur. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. C'est étrange quand l'amour meurt. Il ne s'éteint pas dans une explosion. Il pourrit lentement. Il caille. Et un jour, vous n'êtes plus qu'une ombre pour la personne avec qui vous avez construit votre vie. À 2h11 du matin, je me suis levé, j'ai traversé le couloir pieds nus et je me suis tenu dans l'embrasure de sa chambre. Elle dormait, le mascara encore collé à ses cils, le téléphone sous sa main comme un doudou. J'ai pensé à toutes les nuits où j'étais allongé à côté d'elle, me demandant pourquoi je me sentais si seul. Elle a bougé mais ne s'est pas réveillée. Je suis entré dans le placard, j'ai pris le sac de sport que je gardais caché derrière sa collection de tapis de yoga, et je suis retourné dans la chambre d'amis. À l'intérieur du sac, une paire de bottes, mon certificat de naissance, un téléphone prépayé, une clé USB avec chaque document que j'archivais depuis le jour où elle avait cessé de dire bonjour sans vérifier ses notifications d'abord. Je me suis assis au petit bureau dans le coin. J'ai écrit une seule ligne sur un post-it jaune. Défi accepté. Pas de nom. Pas d'adieu. Pas d'adresse de suivi. Avant l'aube, j'étais parti. Pas de signal GPS. Pas de miettes de pain. Pas de finale dramatique. Juste une absence. Le genre qui persiste. Le genre qui suscite l'intérêt. Le genre qui, finalement, encaisse. Le soleil matinal s'est levé sur l'impasse de banlieue comme si rien n'avait changé. Les oiseaux chantaient. Les arroseurs automatiques se sont mis en marche sur les pelouses manucurées. Karen, la voisine, a fait un signe à notre fenêtre en faisant son jogging dans ses collants de compression. Fausse comme d'habitude. Mais à l'intérieur de ce mausolée de 2 étages que nous appelions notre maison, la porte de la chambre principale est restée fermée et le lit de la chambre d'amis était parfaitement fait. Ma brosse à dents était toujours dans le porte-brosse à dents. Mes pantoufles toujours sous le bord du lit. Mais l'homme était parti. Je me suis éclipsé avant que le ciel ne devienne rose, comme un fantôme se glissant à travers les cloisons sèches. J'ai pris seulement ce qui comptait. Le sac de sport, le classeur, le téléphone prépayé. J'ai laissé derrière moi ma montre, mon alliance, mes pinces à cravate, chaque accessoire qui m'avait déjà donné l'air du mari stable et invisible lors des cocktails d'entreprise et des fêtes de Noël. Pas de mots, pas d'adieu.
Pas même un post-it passif-agressif sur le frigo. Laissez-la s'interroger. La laisser seule avec le silence. Le classeur, lui, est resté avec moi. Il faisait 5 cm d'épaisseur, étiqueté « Bilan financier personnel ». Mais à l'intérieur se trouvait une recette longuement mijotée pour disparaître, code d'accès au compte bancaire, ancien registre de dette, capture d'écran de ses virements Venmo à quelqu'un nommé, prof de Pilate Aubergine, impression de transfert de titres de propriété, déclaration fiscale et des documents de prêt enfouis avec juste assez d'ambiguïté pour ouvrir une porte si j'avais besoin de la franchir. Chaque fois qu'elle se moquait de mon obsession pour la paperasse, je souriais, je la laissais rire. À 10 heures, elle m'a envoyé un texto, « Où es-tu ? Tu n'as rien dit ce matin. » À midi, sérieusement, ce n'est pas drôle. À 18 heures, j'imagine que la panique a finalement commencé à lui grimper dans la gorge comme une limace tiède. Elle a commencé à appeler. Mon numéro était déjà résilié. Alors elle a fait ce que les gens comme elle font toujours. Elle a inventé une histoire à son groupe de pilates, il avait juste besoin d'un peu de temps pour lui. À sa mère, le stress du travail. Il décompresse à la montagne. À son nouveau jouet, appelons le Brad 2.0, probablement une histoire larmoyante sur le fait que je l'ai abandonné sans préavis. Un récit de victime avec juste assez de sel pour assaisonner sa prochaine légende Instagram. La vérité, c'est qu'elle n'a même pas cherché. Pas vraiment, car dans son esprit, j'étais toujours en orbite autour d'elle comme la lune. Terne, prévisible, toujours là. Elle a dit à sa sœur par FaceTime, il reviendra en rampant. Il le fait toujours. Les hommes comme lui ne survivent pas sans quelqu'un pour tenir la lampe de poche. J'ai survécu. J'ai prospéré. J'ai emménagé dans l'ancienne cabane de mon oncle, niché dans les replis de la Virginie occidentale où les signaux de téléphone vont mourir et le courrier arrive quand Dieu en a envie. Il n'y avait pas de Wi-Fi, pas de voisins, et aucune association de propriétaires pour me dire de repeindre les volets. Juste le silence et le temps. Vous seriez étonné de ce que le silence peut vous apprendre. J'ai été insensible les 3 premières semaines. Pas de tristesse. Juste une désintoxication. Comme si on grattait du goudron de ses poumons après avoir arrêté de fumer toute une vie. On réalise à quel point on était dépendant d'être nécessaire à quelqu'un qui ne vous voyait pas. Puis les calculs ont commencé. Avec un ordinateur portable fonctionnant grâce au Wi-Fi volé d'une station-service et une clé de données prépayée, j'ai commencé à l'observer, non pas avec des jumelles, mais à travers le bureau du greffier du comté et les réseaux sociaux. Les données publiques sont le vilain petit canard d'Internet. Personne ne s'y cache. Elle a recommencé à poster. Photos de plage, citations profondes sur la recherche de la joie, et des selfies aguicheurs avec en arrière-plan les nouveaux comptoirs en marbre. Nos comptoirs. Dans une publication, elle fait sauter le champagne avec Brad 2.0. Légende, a de nouveaux départs et a des rêves de rénovation. Chin chin nouveau départ que reconnaissant. J'ai presque ri. C'était un aspirant influenceur immobilier avec un G-wagon et aucune licence commerciale. Le genre de type qui pense que le séquestre est un complément protéiné. Il pensait qu'il passait au niveau supérieur. Et moi, je n'étais qu'une note de bas de page, une ombre dans les marges. Mais les ombres, si vous savez comment les déplacer, peuvent cacher le soleil. Alors j'ai regardé, j'ai documenté. J'ai bâti une stratégie comme je le faisais pour les registres du comté, tranquillement, précisément et légalement. L'insensibilité avait disparu, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus net. Le détachement n'est pas l'absence d'émotion. C'est son affûtage en quelque chose d'utile. Elle avait plaisanté sur ma disparition, mais j'étais sur le point de devenir le seul nom qu'elle ne pourrait pas effacer. La cabane se trouvait au bord d'une route forestière abandonnée, à mi-chemin entre le lit d'un ruisseau asséché et le genre de forêt qui vous donne la chair de poule au souvenir d'éthique. Le porche s'affaissait comme la colonne vertébrale d'un vieil homme. La cheminée penchait juste assez pour vous rendre nerveux pendant un orage. Mais elle avait 2 choses que mon ancienne maison n'a jamais eues, le silence et l'espace pour penser. J'utilisais une boîte postale à 2 villes de la sous une variante de mon 2e prénom et je m'étais enregistré auprès de la compagnie d'électricité en tant qu'occupant saisonnier. Pas d'empreinte numérique, pas de sonnette ring, pas d'Alexa attendant de me dénoncer. Juste du papier, des parasites radio et la visite occasionnelle d'un raton laveur qui pensait que le cabanon était à lui. Et pourtant, je savais tout. Je savais le jour où elle a commencé à utiliser son nom de jeune fille sur Facebook.
Je savais quand elle a posté sa première photo avec la légende « La guérison n'est pas linéaire ». Même si la seule chose qui guérissait était son compte en banque après avoir vendu mes clubs de golf sur eBay. Je savais quand Brad 2.0 a fait ses débuts dans ses stories, un grand visionnaire de l'immobilier barbu avec un sourire qui criait « Des huiles de fonds fiduciaires ». Il posait sur les marches de ma maison, notre maison. Mais la légende disait, rien de tel qu'une journée de démolition avec mon partenaire de crime préféré. Nouveau départ rénovera avec brio. C'est là que j'ai fait une pause, j'ai zoomé, j'ai regardé au-delà des sourires suffisants et des chemises en flanelle assorties. Et c'était là. Ma vieille plaque d'adresse en céramique toujours clouée à la brique. La maison n'avait pas seulement été envahie. Elle avait été réaffectée. Elle n'avait pas déménagé. Elle m'avait fait déménager. Mais voilà le truc. Brad ne savait pas sur quoi il se tenait. Il prévoyait des rénovations, de nouveaux comptoirs, un concept ouvert, peut-être même un jacuzzi dans le jardin où je réparais la tondeuse. Mais les fondations, toujours les miennes, légalement parlant. Parce qu'il y a 10 ans, lorsque nous avons refinancé la maison pour son rêve de studio de création qui n'a jamais quitté le tableau d'inspiration, le titre de propriété est devenu confus. J'ai ajouté certaines clauses, des trucs standards. Elle a dit, signe juste, chérie. Alors j'ai signé. Et puis j'ai classé quelques documents de mon côté, discrètement. De la même manière que quelqu'un dépose un testament quand il se rend compte que les gens autour de lui n'ont pas l'intention de vivre éternellement avec lui. Elle n'a jamais demandé ce qu'était la garantie de dette différée, ou pourquoi j'en gardais une copie dans mon coffre-fort. Pendant ce temps, Brad a lancé son petit vlog de rénovation de maison sur YouTube, du démodé à l'éblouissant, comment nous reconstruisons les rêves. Chaque vidéo commençait avec lui balançant une masse comme Thor sous Adral pendant qu'elle applaudissait dans ses lululements hors de prix et disait des choses comme « Dehors l'ancien ». Dehors l'ancien. C'est à mourir de rire. Les registres publics ont commencé à se mettre à jour, des permis déposés, des demandes d'expertise. Il prévoyait un refinancement. Elle allait enfin retirer mon nom de tout. C'est ce qu'elle pensait. Mais vous vous souvenez de cette dette différée ? Elle était liée à un prêt personnel que j'avais absorbé lorsqu'elle avait fait défaut sur le bail de sa boutique en 2016. Celle où elle avait accidentellement ouvert un crédit à nos deux noms. Je l'ai remboursé. Elle a oublié, mais pas le contrat. J'ai transféré la dette dans un accord de privilège dormant il y a 2 ans. Quelque chose qui n'avait besoin que d'être réactivé et tamponné par le comté pour revenir en force. Ils pensaient qu'ils accumulaient du capital. Moi, je les voyais simplement décorer une maison qui ne leur appartenait pas. Je regardais leurs TikTok, écoutais leurs commentaires suffisants sur la réparation des os cassés et des maisons brisées. Ils se qualifiaient des alchimistes de l'immobilier. Elle gloussait comme si elle n'avait jamais pleuré quand notre lave-vaisselle était tombée en panne. Je continuais à regarder, à documenter. Pas pour punir, pas pour ruiner, juste pour clarifier les choses. L'amusement sinistre ne frappe pas comme le rire. Il frappe comme si on assistait à ses propres funérailles, en sirotant un café, en écoutant les gens se souvenir mal de votre vie. Mais je n'étais pas mort. Je préparais des papiers. Ils avaient des plans, mais j'avais des droits. Et tôt ou tard, l'un de nous apparaîtrait sur le titre de propriété. Je n'ai pas toujours été le fantôme de cette histoire. Avant d'être l'homme qui a disparu, j'étais l'homme qui savait comment les choses fonctionnaient. Pas au sens romantique du terme. Dieu sait que ça s'est tari quelque part entre sa phase huiles essentielles et sa collection de bottes en cuir végétalien. Mais au sens légal, fiscal et municipal. À l'époque où elle me regardait encore comme une personne et non comme un post-it qu'elle avait oublié de jeter, je travaillais dans la recherche de titres et l'audit des archives municipales pour le comté. 8 ans à ramper à travers des systèmes de microfiches, des accès publics et des plans cadastraux oubliés, ça vous change un homme. On apprend où sont les failles et comment plier un document juste comme il faut pour qu'il glisse à travers ces failles avec votre nom toujours lisible de l'autre côté. Et j'en avais plié beaucoup. Flashback 2015. Sa boutique avait fait faillite. Quelque chose à propos du trafic piétonnier étant, saisonnièrement mal aligné avec son tableau de vision. Traduction, elle avait signé un bail de 5 ans dans un quartier plein de magasins de vapotage et de magasins à $1, pensant qu'elle ouvrait un West Elm. Nous avons contracté un prêt, co-signé, naturellement. Elle a pleuré sur le parking de la banque quand ils ont sorti les papiers. M'a dit que j'étais son rocher, sa seule constante. J'ai signé parce que c'est ce que les hommes comme moi faisaient à l'époque.
mais j'ai gardé une copie, de tout, avec les termes du billet à ordre originaux qui, grâce à une clause sur laquelle j'avais insisté, permettait que la dette soit transférée à la valeur de la propriété en lieu et place d'un remboursement en espèces. Elle a à peine scié. Du jargon juridique, a-t-elle appelé ça. C'était le premier domino. Flash forward 2019. Elle voulait refinancer. A dit que nous avions besoin d'une plus grande cuisine. J'ai résisté. Elle a insisté. Tu ne veux pas que cette famille s'agrandisse? Drôle. Nous ne dormions même plus dans la même chambre à ce moment-là, mais j'ai accepté. À une condition, que nous consolidions sous une fiducie conjointe. Je lui ai vendu ça comme une manœuvre fiscale pour la simplification de la succession. Elle a aimé le son de ce mot, succession. Ça lui donnait l'impression que nous jouions à la dinette à Downton Abbey. Elle n'a jamais lu les petits caractères. Et moi, j'ai intégré un langage si sec, si bureaucratique qu'il aurait pu être écrit en peluche de poche. Une clause me permettant de déposer une demande de droit de privilège équitable en cas d'abandon, de déréliction ou de dissolution du partenariat. Ce n'était pas à l'épreuve du divorce. Ce n'était pas à l'épreuve des balles. Mais c'était utile. Maintenant, assis dans ma cabane, j'ai ouvert le classeur et j'ai étalé les documents comme des cartes de tarot. Le billet à ordre de la boutique, l'accord de refinancement, la structure de la fiducie, ses signatures, hâtives, paresseuses, des petits cœurs sur les « i », comme si elle dédicaçait la chute de quelqu'un d'autre. Et tout était encore valide. Dormant, mais valide. Alors j'ai passé un appel. Pas à un avocat. Ces gens vous saignent à petit feu. J'ai appelé Gary Langford au bureau du greffier du comté. Le gars me devait une faveur depuis que j'avais repéré une erreur d'enregistrement qui lui avait sauvé la mise lors d'un audit de l'État. Gary, ai-je dit, tu te souviens de cette fiducie que nous avons enregistrée en 2019? J'ai besoin de déposer un privilège contre l'actif principal en vertu de la disposition de transfert de dette. Merde, murmura-t-il. T'es sûr de toi? Pas le moins du monde, ai-je dit. Mais c'est propre et c'est le moment. Il a retrouvé le dossier, a confirmé la clause, une admiration tranquille dans sa voix. Putain, tu as vraiment construit toute la souricière, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. J'ai juste posé le fromage. En une semaine, j'avais déposé un avis d'intérêt, puis une reconnaissance de transfert de dette, puis une demande de privilège en vertu de la disposition 12C de notre accord de fiducie. Signé, tamponné et enregistré dans le système comme un fantôme entrant dans une cathédrale. Pas de chichi, pas de drame, juste de la précision. Elle et Brad ne le verraient jamais venir parce que les gens comme eux ne lisent que les gros titres. Et j'avais enterré l'information essentielle dans les notes de bas de page. C'est ce qu'il y a de drôle à être ignoré toute sa vie. Les gens pensent que le silence signifie l'absence. Mais moi, j'étais plus bruyant que jamais. J'ai juste écrit mon nom avec une encre qu'ils n'ont jamais pensé à chercher. Ils ont mis en scène la maison comme pour une séance photo pour Better Homes and Homewreckers. Des photos grand angle, des fenêtres ouvertes avec des rideaux transparents flottant comme une publicité bas de gamme de restauration hardware. Elle portait une combinaison en lin et souriait comme si elle n'avait pas utilisé chaque pièce de cette maison pour me faire sentir invisible pendant 5 ans. Brad 2.0 narrait la vidéo avec toute la grâce d'un agent immobilier ivre à un salon nautique. Bienvenue à notre dernière rénovation. Ce charmant ranch de 4 chambres présente des vibrations durablement améliorées et des touches d'aura personnalisées, choisies par ma magnifique partenaire. Elle a salué la caméra comme si elle était Miss Congénialité et non pas en retard de 2 mensualités de prêt hypothécaire. J'ai regardé le tout sur un ordinateur portable jetable, sirotant un café de station-service dans une tasse ébréchée qui disait « Papa ». Un petit souvenir cruel d'une vie qui incluait autrefois des cartes de fête des pères avant qu'elle ne décide que j'étais redondant. La vidéo a accumulé les vues. Les gens adoraient le avant-après. Ils n'ont jamais demandé qui vivait dans elle, avant. L'annonce a été mise en ligne sur Redfin avec un prix exorbitant. Brad l'a décrite comme « un joyau haut de gamme pour les couples exigeants ». J'ai dû mettre la vidéo en pause quand il a vraiment dit « haut de gamme ». Mon Dieu. Dans un clip, il se tenait dans ce qui était mon bureau, maintenant une salle zen, remplie de plantes grasses et de citations vagues dans des cadres calligraphiés. C'est ici que nous imaginons la paix, dit-il. Je payais nos factures dans cette pièce. Elle hurlait que mes feuilles de calcul Excel tuaient sa créativité. La paix, hein? Puis est venue la première visite.
Puis la seconde. Puis une offre au-dessus du prix demandé. Elle a posté un boomerang du champagne qui saute. La manifestation fonctionne. Nouveau chapitre à venir. Gratitude reine de l'immobilier. C'est là que les choses sont devenues amusantes. L'agent immobilier, une trentenaire surcaféinée nommée Skyler, a appelé pour des mises à jour administratives de routine. Elle avait fait une vérification de titre de propriété, une préparation standard avant la clôture. Rien d'extraordinaire, rien d'inhabituel, juste le protocole. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Parce que c'était là, noir sur blanc, titulaire du privilège, mon nom complet déposé, il y a 6 semaines autorité, disposition de transfert de dette, référence. Clause 12C, reconnaissance fiduciaire, vérifier Skyler l'a signalé, a envoyé un email inquiet avec les mots, titre de propriété grevé, et, doit être résolu avant la clôture. Brad a d'abord balayé ça d'un revers de la main. Probablement une erreur administrative, un bug de base de données. On va s'en occuper. Skyler a dit, ce n'est pas un bug. C'est un dépôt légal. Le système ne traitera pas l'assurance titre avec ça en place. J'imagine que c'est à ce moment-là qu'elle a arrêté de siroter son jus vert et a commencé à composer des numéros. Brad a appelé son courtier. Elle a appelé sa mère. Sa mère a appelé Jésus. Et la banque a fait ce que les banques font quand quelque chose ne colle pas. Ils ont tout gelé. Séquestre en pause. Transfert en attente. Acompte bloqué. Pas de drame, pas de cri, juste le silence sous forme d'inertie légale. Une sorte de pouvoir tranquille. C'est là que la panique a commencé. Pas encore le sprint, pas la crise de nerfs qui viendrait plus tard. C'était le vacillement, la confusion, la réalisation naissante que l'homme invisible avait laissé des empreintes digitales après tout. Elle a moins posté cette semaine-là. Pas de selfies, pas de citation de motivation, juste une photo floue de son chien avec le mot « difficile » en légende. La vidéo YouTube de Brad a disparu. Leur playlist « Prochaine rénovation » s'est éteinte. Quelque part entre leurs éclats de rire et leur comptoir en granit, ils avaient oublié quelque chose. J'avais peut-être quitté la maison, mais je n'avais jamais quitté l'acte de propriété. L'enveloppe est arrivée avec le courrier de l'après-midi, coincé entre un catalogue West Elm et un dépliant sur le blanchiment des dents. Une enveloppe blanche unie avec son nom tapé dans une police trop formelle pour du spam mais trop impersonnelle pour de mauvaises nouvelles. Elle l'a ouverte dans la cuisine, pieds nus, debout sur le nouveau carrelage qu'elle avait choisi pour que l'espace ressemble moins à Todd. À l'intérieur, une seule page, double interligne, format lettre commerciale. Objet, irrégularité du titre de propriété chère Mademoiselle Hastings, cette lettre a pour but de vous informer d'un empêchement au titre concernant la vente du 48 Meadow Hollow Lane. Un privilège enregistré a été localisé lors de l'examen final de la transaction. En raison de la nature de la charge, l'approbation du titulaire du privilège doit être obtenue avant toute distribution ou transfert de l'acte de propriété. Nous vous encourageons à consulter immédiatement votre représentant légal. Cordialement, Mid-State Title and Trust. Elle cligna des yeux 2 fois. Relut la phrase. L'approbation doit être obtenue. L'approbation de qui? Elle a appelé Brad en FaceTime, qui a répondu en faisant du jogging torse nu, parce que bien sûr. Appelle juste Marc, Alta Teil. Il saura. Probablement un vieux privilège bidon d'une compagnie d'électricité, on va le faire sauter. Alors elle a appelé Marc, leur avocat partenaire de golf qui s'était un jour vanté d'avoir obtenu sa licence immobilière juste pour avoir un avantage dans les tribunaux de divorce. Elle lui a envoyé un scan de la lettre. Il a rappelé 20 minutes plus tard, la voix calme comme s'il rattrapait encore ce qu'il lisait. « Ok, dit-il, je vais découvrir qui a déposé ça. Probablement une banque. Ça pourrait être une ancienne ligne de crédit. Ce genre de choses arrive. Ça ne devrait pas prendre longtemps. » Elle s'est fait un smoothie. S'est assise sur le tabouret. A cherché sur Google, qu'est-ce qu'un privilège? A parcouru un fil de discussion Reddit sur les blocages de titres. La plupart des gens disaient que c'était simple. Un malentendu. Une case cochée au mauvais endroit. Rien qu'un bon avocat ne puisse faire disparaître. Ce soir-là, elle a ouvert une bouteille de chardonnay et a dit à Brad, c'est bon. Il a haussé les épaules. C'est probablement juste administratif. Cool. Allons dîner dehors demain. Pour fêter ça en avance.
Elle est allée se coucher en imaginant la prochaine maison, la plus grande, avec la véranda. Le lendemain matin, 9h12. Son téléphone a sonné. Un PDF de Marc. Objet, rapport de privilège. Elle l'a ouvert, les yeux balayant rapidement, cherchant des mots qu'elle comprenait. Main levée. Résolu. Suppression. Au lieu de ça, elle a vu, titulaire du privilège, Todd Hastings. Type de privilège, équitable contractuel déposé en vertu de la clause 12 et date de dépôt, il y a 6 semaines. Fiducie associée, Hastings Marital Revocable Trust LC figé. Son estomac est tombé si lourdement que le verre dans sa main a basculé et a heurté le bord du comptoir. Il s'est fissuré, a roulé et s'est brisé sur le sol comme un signe de ponctuation. Elle a fixé le nom. Todd Hastings. Pas une banque, pas une coopérative de crédit. Son ex-mari. Elle s'est assise lentement. Pas de musique, pas de téléphone qui sonne, pas de Brad en arrière-plan préparant des chèques protéinés. Juste elle et ce PDF. Ses yeux ont de nouveau balayé les mots. Et maintenant, la voix de son avocat prenait tout son sens. L'approbation doit être obtenue. L'approbation de l'homme qu'elle disait disparu. L'homme qu'elle avait réduit au silence par ses moqueries. L'homme qu'elle avait effacé de son Instagram, de sa chambre, de tout son putain de plan de vie. Mais pas de l'acte de propriété. Sa main a tremblé, puis a cherché le comptoir pour se stabiliser. La lumière du mixeur clignotait en arrière-plan. Le frigo bourdonnait. Tout dans cette maison, le granit, les variateurs de lumière, le panneau, live, log, love, lui donnait soudain l'impression d'être assis sur une tombe qu'elle avait oublié d'enterrer. Un fantôme n'était pas seulement revenu. Il avait déposé des papiers. D'abord, elle a essayé le téléphone. Elle a fait défiler ses contacts. Son numéro était toujours enregistré sous « T », vieux, comme un appareil cassé qu'on n'a jamais tout à fait jeté. Elle a appuyé sur « Appeler ». 3 sonneries, puis une voix robotique, ce numéro a été déconnecté ou n'est plus en service. Elle a fixé l'écran, a recomposé. Même message. 2 fois de plus, même tonalité morte. Puis est venu l'email. Elle a tapé en objet, appelle-moi maintenant. Le corps était court. C'est quoi ce bordel avec ce privilège? Annule-le. Je ne joue pas, envoyé. 30 secondes plus tard. Échec de la livraison. Destinataire inexistant. Elle a cligné des yeux, la bouche sèche. A essayé son ancienne adresse email professionnelle. Rejeté. Message Facebook. Compte supprimé. Instagram. Disparu. LinkedIn. Ce profil n'est plus disponible. Elle s'est tournée vers Brad. Il est introuvable, dit-elle en faisant les 100 pas, il a tout effacé. Brad n'écoutait pas. Il était déjà en train de composer le numéro de son courtier en prêt, faisant les 100 pas avec une main agrippée à ses cheveux comme s'il essayait d'empêcher le toit de sa vie de s'envoler. C'est ton ex, pas le mien, siffla-t-il dans le téléphone. Pourquoi diable mon crédit dépend-il d'un type qui n'a pas montré son visage depuis 1 an? Elle a attrapé ses clés et est sortie en trombe en pantalon de yoga et en colère. Le temps qu'elle arrive au cabinet d'avocat de Marc, avec ses fauteuils en faux cuir bon marché et son diplôme poussiéreux d'une université dont elle n'avait jamais entendu parler, elle n'a pas attendu la réceptionniste. Elle est entrée directement. Réglez ça. Marc n'a même pas levé les yeux de son clavier. Vous n'êtes pas sur le privilège, dit-il platement. Vous ne pouvez pas le régler. Il le peut. Sa voix se brisa. Alors faites en sorte qu'il le lève. Marc se leva lentement, se dirigea vers le classeur, en sortit une copie imprimée du privilège et la laissa tomber devant elle comme un poisson mort. Section 12C, dit-il. C'est la clause qu'il a activée. Elle lui donne toute latitude pour retenir ou autoriser la vente. Elle a parcouru le document, les yeux fuyants comme s'ils essayaient d'échapper au papier. Ça date d'il y a des années. Ça ne devrait même plus compter. Marc haussa un sourcil. Vous l'avez signé. Lui aussi. C'est valide. Le comté l'a accepté. Et à moins qu'il ne le retire volontairement, la vente est gelée. Point final. Elle s'assit lentement, comme si la gravité avait triplé à cet instant. Brad a de nouveau appelé. Elle l'a ignoré. Elle pouvait l'imaginer maintenant, la mâchoire serrée,
l'application calculatrice ouverte. Réalisant jusqu'où il s'était étiré en se basant sur ses suppositions et son ego. Ils avaient tout maximisé. Nouveaux appareils électroménagers financés à taux zéro. Terrasse sur une carte de crédit de rénovation. Même la stupide cave à vin était sur un plan promotionnel qu'il n'avait aucune intention de rembourser. Et maintenant, pas d'acheteur, pas de clôture, pas de déblocage de fonds. Juste le nom de son ex-mari. Assis au bas de chaque document comme une brûlure de cigarette sur ses meubles blancs tout neufs. Marc soupira, se rassit. Il détient le privilège maintenant. Il peut retarder ou bloquer la vente aussi longtemps qu'il le souhaite. Des semaines, des mois, même des années s'il a envie d'être vindicatif. Elle déglutit difficilement. Vous voulez dire qu'il peut tout simplement tout geler? Marc ne sia pas, je veux dire qu'il l'a déjà fait. Sa bouche s'ouvrit, se referma, aucun son. La panique ne vient pas toujours avec des cris. Parfois, elle s'installe dans votre poitrine comme du ciment humide, se propageant lentement, paralysant tout ce qu'elle touche. Elle n'était plus en contrôle. Et pour la première fois depuis qu'elle avait ri de son silence, elle a compris. Il n'avait pas besoin de crier. Il avait juste besoin de signer. Les sols en marbre du siège régional de la banque étaient conçus pour intimider. Froid, clinique, juste assez réfléchissant pour vous faire ajuster votre posture. Elle est entrée en claquant des talons qu'elle n'avait pas portés depuis leur fête de fiançailles, vêtue du blazer qu'elle appelait sa veste de pouvoir. À l'époque où elle pensait que les affaires étaient une question de ton et non de terme. Elle avait répété chaque phrase dans la voiture. Nous sommes ici pour résoudre une erreur administrative. C'est une réunion de bonne foi. Nous sommes prêts à faire disparaître ce problème. Elle avait même pratiqué son sourire. Juste assez de chaleur pour paraître coopérative, juste assez de froideur pour garder le dessus. Brad la suivait, moins soigné, plus agité. Le col de sa chemise refusait de rester plat, et la sueur sous ses bras commençait à trahir le déodorant à l'eucalyptus qu'il vantait tant. La réceptionniste les a conduits dans une petite salle de conférence. Verre dépoli, longue table, un dossier soigneusement placé à chaque siège. Et au bout de la table, déjà assis, déjà calme, se trouvait Todd. Il portait un blazer bleu marine, pas de cravate, une chemise impeccable, fraîchement rasée, les mains nonchalamment jointes devant lui, comme s'il avait attendu cette réunion toute sa vie et avait quand même réussi à arriver en avance à sa propre vengeance. Elle s'arrêta net. Son souffle se coupa. Brad ne remarqua rien. Il était trop occupé à chercher un chargeur. Todd ne se leva pas, ne sourit pas, ne parla pas. Il la regarda simplement comme un homme étudiant un tableau qu'il avait autrefois aimé et qu'il trouvait maintenant de mauvais goût. La responsable de la banque, une femme d'âge moyen avec des lunettes de lecture et un stylo qu'elle cliquait avec une menace bureaucratique, rompit le silence. Merci à tous d'être venus. Abordons le blocage du titre. Elle hocha la tête vers Todd. Brad tâtonna avec sa chaise, puis s'installa finalement à côté d'elle. La responsable sortit un dossier. Monsieur Hastings a fourni des documents confirmant un privilège légal en vertu de la clause 12C de la fiducie maritale. Enregistré, signé et traité sans contestation au moment du dépôt. Elle ouvrit la bouche, mais la responsable leva la main. Nous avons examiné les documents. Ces droits sont valides. Todd n'avait toujours pas dit un mot. Au lieu de cela, il plongea la main dans sa fine mallette bien sûr qu'il avait une mallette et fit glisser un nouveau dossier sur la table. Pas de geste dramatique, juste une offrande finale et silencieuse. À l'intérieur, un détail de la créance, des copies certifiées de la fiducie, un accord de privilège notarié, une lettre d'intention. La responsable le survola, hocha la tête. Monsieur Hastings propose une mainlevée conditionnée à l'acquisition complète de la propriété via les actifs de la fiducie établie. En bref, il achète la maison purement et simplement. Elle cligna des yeux. Quoi? C'est notre maison. Todd la regarda pour la première fois. Pas avec colère. Pas même avec pitié. Juste avec absence. Brad se pencha vers elle, chuchotant assez fort pour que tout le monde entende. Tu avais dit qu'il était insignifiant. Elle sentit son estomac se nouer, son visage rougir. Mais elle se redressa quand même. Eh bien, nous n'acceptons pas ça. Nous pouvons contre-offrir. Nous pouvons négocier. La responsable de la banque ne sia pas, vous n'êtes pas en position de contre-offrir.
Le titulaire du privilège a la priorité légale. S'il choisit de maintenir le privilège, la vente est bloquée indéfiniment. S'il achète, le titre est transféré. C'est l'alternative. Sa voix se brisa. Vous voulez dire qu'il peut juste la prendre? Todd parla enfin. Sa voix était stable, mesurée. Je ne prends rien. Je reprends possession. Tu l'as abandonné. Je ne fais que nettoyer ton désordre. Le silence s'installa dans la pièce. Pas de cris, pas de drame, juste le son d'une femme réalisant que l'homme qu'elle avait moqué jusqu'à l'exil n'avait jamais quitté le bâtiment. Il avait juste changé d'étage. La responsable tapa son stylo une dernière fois. Nous vous donnons 24 heures pour répondre. Après cela, la fiducie prendra le relais. Ils se levèrent. Todd rassembla son dossier, boutonna sa veste, et pour la première fois depuis un an, alors qu'il passait à côté d'elle, elle sentit l'eau de Cologne qu'elle lui avait autrefois choisie. Elle disait que ça lui donnait une odeur de sécurité. Maintenant, ça sentait juste le jugement. Et il n'avait même pas eu besoin d'élever la voix pour le prononcer. Elle le suivit dehors comme une poupée mécanique qui se détraque. Les talons vacillant sur le béton, sa voix peinant à suivre son souffle. Les portes de la banque se refermèrent derrière eux avec un doux sifflement, comme un adieu poli d'un monde qui ne lui appartenait plus. Todd, appela-t-elle, la panique perçant à travers les derniers vestiges de son sang-froid. Attends, juste. On peut parler? Il s'arrêta au bord du parking, près d'un SUV noir qu'elle ne reconnut pas. Propre, loué, sans désordre, aucun signe d'un homme en fuite, juste un homme qui était déjà arrivé. Elle accéléra le pas, les cheveux fouettant son visage, agrippant les revers de son blazer comme s'il pouvait l'ancrer à une réalité qui lui glissait entre les doigts manucurés. Tu ne peux pas simplement prendre la maison, dit-elle, essayant d'empêcher sa voix de se briser. Nous y avons vécu. Nous avons construit cette vie ensemble. J'ai fait de cet endroit ce qu'il est maintenant. Todd se tourna pour lui faire face, les yeux calmes, mais distants, comme s'il regardait un reflet dans l'eau, pas la femme qui avait un jour juré de l'aimer jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un avec un meilleur Wi-Fi et des dents plus brillantes. Elle s'approcha. S'il te plaît, Brad. Il ne savait pas. Ce n'était pas sa faute. Nous avions juste besoin d'un nouveau départ. Je pensais que tu étais parti. Je pensais que tu voulais t'en aller. Il ne dit rien au début. Il regarda juste au-delà d'elle, vers le bâtiment derrière eux où les néons de la banque clignotaient comme des étoiles mourantes dans une galaxie vide. Puis, lentement, il parla. Tu as dit que si je disparaissais, personne ne le remarquerait. Sa voix n'était pas en colère. Elle n'était pas amère. Elle était chirurgicale. Il s'avère que la maison, si. Elle cligna des yeux. Il laissa le silence s'installer comme la poussière sur un cadre photo oublié, puis sortit une seule feuille de papier de sa veste. Un ordre d'exécution de la fiducie. Signé, notarié, déposé. Je vais lever le privilège, continua-t-il. Pas pour toi. Pas pour ton petit ami. Pour moi. Son souffle se coupa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit-il en la dépassant, que j'ai déjà acheté la maison via la fiducie. Titre propre, rachat complet. La banque l'a confirmé il y a 10 minutes. Elle se tourna pour regarder le bâtiment, puis de nouveau vers lui. Non, ça ne peut pas être légal. Ce n'est pas seulement légal, dit-il en déverrouillant le SUV. C'est finalisé. Elle ne cria pas. Ne tomba pas à genoux comme dans les films. Elle resta juste là, la mâchoire légèrement tombante, le genre d'immobilité qui ne vient que lorsque votre cerveau réalise trop tard que l'oxygène a manqué. Todd monta dans le SUV, le moteur se mettant en marche avec une finalité silencieuse. Mais avant de partir, il baissa la vitre. Tu voulais que je disparaisse, dit-il. Je l'ai fait. Tu as juste oublié de vérifier ce que j'ai emporté avec moi. Elle le regarda s'éloigner, les pneus chuchotant contre le pavé comme un dernier souffle. 15 minutes plus tard, un camion de déménagement s'arrêta devant la maison. Pas le sien. Le sien à lui. 2 hommes en uniforme descendirent et commencèrent à décharger des cartons étiquetés d'une écriture nette au marqueur, bureau, fiducie Hastings, outils, atelier, livres, collection cabane. Elle se tenait sur le porche dans la même combinaison en lin de la vidéo de visite, mais cette fois sans le filtre, sans le champagne,
sans l'homme qui lui avait un jour promis du capital et avait fini en faillite, tant de crédit que de caractère. Et alors que les déménageurs passaient devant elle comme si elle n'existait pas, le dernier carton descendit de la rampe. Salon, fantôme. Et elle comprit. Certains fantômes ne vous hantent pas. Ils possèdent l'acte de propriété.